Bonsoir Elisabeth Guigou. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes évidemment ancienne ministre des Affaires sociales, ancienne garde des Sceaux, députée socialiste de Seine-Saint-Denis. À la polémique de ce soir, d'abord, peut-être votre réaction. Vous avez vu comme nous peut-être les images d'Henri Emmanuelli il y a un instant. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il répondait au Premier ministre qui parlait des réformes qu'avait fait l'Allemagne, contrairement et que le gouvernement français était en train de faire. Et Henri Emmanuelli a réagi, vous le voyez sur les images. C'est un geste regrettable, inconvenant. Et il me semble que Henri Emmanuelli l'a regretté. Voilà. Je pense que ça ne doit pas se reproduire. Il y a un climat de laisser aller. Enfin, le sentiment, je le disais il y a un instant dans mon billet d'humeur, on a le sentiment qu'il y a un côté, il y a des digues qui ont sauté, il y a un climat un peu un couvercle qui a sauté et des comportements qui s'expriment, ou en tout cas qu'on voit mieux, qu'on voit plus. Les blagues sexistes qui ont suivi l'affaire DSK, un comportement comme ça, des déballages, non? Peut-être qu'on est plus attentif. D'abord, c'est extrêmement minoritaire. Hein. Ensuite, si on montrait ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale dans les images, c'est-à-dire le travail que font les députés dans les commissions, le boulot qui se fait, ben on aurait une autre image. Alors vous choisissez de mettre l'accent là-dessus parce que ça fait rire tout le monde, parce que bon, c'est de bonne guerre. Mais heureusement, l'Assemblée nationale, c'est tout autre chose. Et je pense qu'il faut faire très attention dans la sélection des images. Hein, genre, il faut montrer, bien sûr. Dans la sélection des gestes, d'abord, vous le reconnaissez. Bien entendu, mais bien entendu, encore une fois, moi je ne suis pas pour, hein, au contraire, je trouve ça. Mais je pense que il faut aussi montrer d'autres choses. Voilà, et je trouve que dans la sélection qu'on fait, c'est toujours les choses qui sont comme ça, qui attisent, si vous voulez, un certain voyeurisme, quoi. Hein. Bon, alors tout ça, c'est pas bon pour la démocratie. Voilà, alors ne nous donnez pas de motifs pour être voyeuristes et nous ne le serons pas. Un mot sur les femmes à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec Chantal Jouanneau qui dit « quand je mets une jupe, j'entends des propos salaces » ou d'autres qui disent bah, « non, il n'y a pas de lieu où on est plus égalitaire qu'entre hommes et femmes ». Non, je crois qu'il y a certains députés qui dérapent. Bon. En général, c'est parmi les plus âgés, parce que donc ça montre qu'il y a quand même des évolutions. Et c'est vrai que c'est pas acceptable. Et je pense que chaque fois qu'une femme est affrontée à une remarque comme ça, salace, désagréable, déplaisante, à plus forte raison lorsqu'elle est mise à l'écart aussi, parce que ça peut arriver, il faut réagir. Il faut réagir individuellement et collectivement. Et ça, je crois que les ripostes qu'on voit, le fait que ces femmes racontent ces choses, c'est très bien. Voilà. Parce que ça amène à réfléchir, et puis ça amène certains hommes très minoritaires, je dois quand même le dire, hein, à modifier leur comportement. Hein, la plupart l'immense majorité de mes collègues se conduisent correctement. Donc je crois que ça, il faut le dire aussi. Alors, je pense aussi vraiment que le jour où on aura la parité à l'Assemblée nationale, où il y aura autant de femmes que d'hommes, pas plus, mais autant, je pense que ces comportements disparaîtront tout à fait. Je me souviens. Alors, et puisqu'il est question de jupe et de pantalon et tout ça, écoutez, moi je crois que les femmes n'ont pas à modifier leur façon de s'habiller. Qu'elles se mettent en pantalon si elles sont plus confortables, qu'elles se mettent en jupe, mais elles doivent avoir la liberté de s'habiller comme elles l'entendent. Je me souviens que lorsque vous avez commencé à être ministre, vous avez raconté dans un livre que vous aviez un peu contrôlé vos tenues pour être assez strict, pour être respecté, et que du coup c'était une contrainte que vous infligiez. C'est vrai, mais j'observe, c'était il y a 15 ans. Absolument. Hein, et les choses ont quand même évolué. Et je pense qu'il faut les faire évoluer. Alors, évidemment, il y a toujours... Vous savez, les femmes politiques, surtout, sont toujours, de toute façon, davantage scrutées. Hein. Et les femmes sont toujours, peut-être aussi les journalistes d'ailleurs, davantage scrutées sur leur apparence. Voilà. Alors il faut éviter, ça c'est un débat plus de fond. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas davantage le corps des femmes, tout simplement? Non, ça renvoie beaucoup de choses à l'attitude de notre société sur la prostitution, par exemple. Tant qu'on n'arrivera pas à imposer un respect absolu des femmes, de leur apparence, de leur corps, hein, interdire toutes les formes, si vous voulez, même de marchandisation, au final, c'est ce qu'il y a de plus grave, naturellement, la prostitution, le marché des ventres. Est-ce que dans ce contexte... Eh bien, je crois que c'est ce genre de questions qu'il faut finir par poser. Est-ce que dans ce contexte, l'affaire DSK, lourde, compliquée,
ne vient pas brouiller, y compris tous les messages de la gauche et du PS vis-à-vis des femmes, vous, femmes politiques de gauche? Non, je ne crois pas. D'abord, bon, c'est une affaire privée, si vous voulez, qui était infiniment triste, parce que on a finalement devant nous d'abord une jeune femme, Nafissatou Diallo, dont il faut respecter la parole et la dignité. Et nous avons Dominique Strauss-Kahn, qui est un de nos amis politiques, c'est vrai, et qui est, dont la vie professionnelle et politique est de toute façon terminée, politique en tout cas. Donc on a deux vies ravagées, et je pense que par rapport à ça, il faut faire là encore attention à respecter une proportion, si vous voulez. On a eu un déferlement d'images par rapport à cette audience hier de 7 minutes. Alors, il y avait deux informations. Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu cette haie de femmes de chambre? J'ai trouvé d'abord qu'elles avaient raison d'attirer l'attention sur ce qu'elles vivaient. Je me suis tout de suite dit, ça doit être évidemment extrêmement pénible, et pour Dominique Strauss-Kahn et pour Anne Sinclair. Donc, si vous voulez, moi j'éprouve une double compassion. Et je me dis surtout que le combat des avocats, parce que ça va se passer entre les avocats. C'est assez significatif. Alors, la jeune femme, on ne la voit pas, elle est protégée, heureusement, pour elle d'ailleurs, très bien. Dominique Strauss-Kahn ne parle pas. Ce sont les avocats qui vont se livrer à un combat féroce, brutal. Ça va être comme dans un ring de boxe. Et je pense que par rapport à ça, parce que ça va, les avocats vont essayer, dans chaque camp, va essayer de dénigrer l'autre. Nous, on va regarder, on va essayer de rester discret et de regarder. Il faut rester mesuré, avoir de la retenue. Se dire aussi qu'on a affaire à des êtres humains, et là, mesurer chacun sa responsabilité quand même. On va parler de l'actualité, elle est aussi évidemment politique. Le rapport Ciotti a été remis ce soir au président, le député Ciotti donc, qui veut nettement durcir l'exécution des peines de prison, 50 propositions pour faire, notamment qui revient parfois sur certaines dispositions de la loi de Rachida Dati. La gauche le dénonce tout de suite en disant, voilà, Benoît Hamon a même dit mais que M. Ciotti aille au Front National, donc assez violemment. Mais est-ce qu'il ne met pas en évidence un problème de fond? Voilà, encore Tarteret, on en parlait, il y a une violence infinie dans certains quartiers. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous le vivez au quotidien. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais en tout cas, quelle réponse fait la gauche à cela? Non mais écoutez, ce qui se passe dans certains quartiers est absolument insupportable. Insupportable. On a vu ce qui s'est passé à Sevran avec des tirs à balles réelles. Les habitants sont pris en otage par des bandes de trafiquants. Hein. Et donc, ça, c'est absolument insupportable. Je veux commencer par dire que depuis 10 ans que nous avons eu affaire à des proclamations incessantes du gouvernement et du président de la République, il y en a assez d'avoir, chaque fois qu'il se produit quelque chose de grave comme ça, des déplacements du ministre de l'Intérieur, voire du président de la République. Non, mais attends, il était là à Sevran, hein, et qui, finalement, ne résolvent rien. Il y a un échec flagrant de la politique de sécurité de ce gouvernement, qui a toujours été dans la surenchère, qui en contrepartie a diminué de 10 000 le nombre de postes de policiers et qui finalement échoue dramatiquement à rétablir la sécurité. Alors face à ça, nous avons des propositions. D'abord, de créer 10 000 postes pour la police et la justice pour faire en sorte que cet ensemble puisse fonctionner, qu'effectivement on puisse mettre le paquet dans ces quartiers où il y a de vraies difficultés, il y a de véritables c'était pas dans les 30 propositions, c'était pas très clair, la politique de la ville n'était pas très claire dans les 30 propositions du PS. Non, écoutez, c'était parfaitement clair et je peux vous dire que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et quand nous disons qu'il faut à la fois rétablir toutes les formes de police, la police de proximité, parce que c'est une police de quartier qui connaît les gens, qui est capable de dire, attends, là, dans telle cage d'escalier, hein, il y a tel trafiquant qui soumet tel ou tel habitant ou habitante. La police de proximité, le renseignement, la police judiciaire, ça demande, si vous voulez, un travail de longue haleine, un travail permanent, loin des coups d'éclat, des déplacements de ministres à grand spectacle, et qui va demander de la continuité. Voilà. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, après, moi, je ne crois pas que M. Ciotti, il y a dans son rapport, que j'ai regardé rapidement,
Parmi ces propositions, il y en a que moi je peux approuver, d'abord parce que je les ai initiées. Par exemple, le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels, c'est moi qui l'ai mis dans une loi de 98, la première loi sur les délinquants sexuels. Les travaux d'intérêt général, bien sûr qu'il faudrait les développer, c'est dommage qu'il n'y en ait pas davantage. Voilà. Alors, en revanche, l'idée dominante de ce rapport, vous l'avez souligné, c'est que finalement, plus il y aura de places en prison, plus on mettra de gens en prison, et mieux on combattra l'insécurité. Ben ça, c'est pas vrai. Parce que, d'abord, aujourd'hui, vous avez 50 000 places pour 65 000 détenus, ce qui fait qu'on ne peut plus faire en prison le travail de réinsertion. Et c'est pour ça qu'il faut des aménagements de peine pour acclimater les gens à la sortie et faire en sorte que quand on a des courtes peines de 1 an ou 2 ans, depuis la loi de Rachida Dati, on puisse trouver autre chose que la mise en prison. Il ne s'agit pas d'exonérer de la peine, il s'agit de faire exécuter la peine ailleurs qu'en prison pour notamment des primo-délinquants qui sont faiblement condamnés, mais les soumettre à une peine et à un autre type de peine. Elisabeth Guigou, vous avez annoncé que vous souteniez Martine Aubry. Vous dites qu'elle est la meilleure candidate, qu'elle a rassemblé le PS, que comme femme, elle est aussi celle qui sera la plus différente de Nicolas Sarkozy par son travail et sa manière d'être. Manuel Valls pourrait bien se déclarer ce soir comme candidat à la primaire, de nouveau, j'ai envie de dire. Comment vous réagissez? Ça va être un trop-plein de candidatures? Vous la prenez au sérieux, cette candidature de Manuel Valls? Écoutez, on ne peut pas comparer quand même la candidature possible. Elle n'est pas encore déclarée de Martine Aubry. Elle va bientôt se déclarer. Ou d'ailleurs de François Hollande qui est déclarée. Et la candidature de Manuel Valls, qui me semble devoir être rangée dans la catégorie des candidatures de témoignage. Voilà. Il faut voir d'ailleurs si ces candidats pourront même avoir le nombre de parrainages nécessaires, parce qu'il y a quand même quelques règles, vous voyez, qui ont été fixées pour pas que... Bon. Donc, pourquoi il le fait, à votre avis? Pourquoi il revient? Je pense qu'il y a la volonté de peser, entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire de... Bon, écoutez, moi, je ne suis pas pour les candidatures de témoignage. Voilà. Je pense que si on est candidat, c'est parce qu'on pense qu'on veut être candidat à l'élection présidentielle avec des chances raisonnables de gagner. Eh bien, je ne pense pas que Manuel Valls, malgré, encore une fois, l'amitié et les qualités qu'il a, puisse correspondre à cette définition. Et en quoi Martine Aubry est-elle différente de François Hollande, dans le fond? Pourquoi vous la choisiriez? François Hollande qui vient de dire que, de toute façon, on augmentera les impôts, quel que soit le président, qui essaye d'avoir un langage de vérité. Martine Aubry, qu'est-ce qu'elle va apporter lorsqu'elle se déclarera candidate? Mais vous savez, moi, nous sommes devant des primaires. Il faut indiquer une préférence. Je suis devant 2 beaux tableaux dans une exposition de peinture. On me dit, lequel est-ce que tu préfères? Je dis, ils sont tous les 2 beaux, mais voilà, je préfère celui-là. Alors, pourquoi est-ce que je préfère Martine Aubry? Encore une fois, sans sous-estimer le moins du monde les qualités, les grandes qualités de François Hollande, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Je pense que Martine Aubry, si vous voulez, d'abord, c'est quelqu'un qui a toujours réussi ce qu'elle a entrepris. Et ça, c'est très important. Et donc, elle a fait ses preuves. Voilà. Elle a fait ses preuves au ministère du Travail comme fonctionnaire, elle a fait ses preuves dans l'entreprise, elle a fait ses preuves comme ministre, elle a fait ses preuves comme maire de Lille. Il faut aller voir ce que Lille est devenue. Donc, si vous voulez, moi, je pense que Martine Aubry a une densité qui l'amène vraiment. Et je crois aussi, si vous voulez, quand elle a des engagements, elle les tient vraiment. Puis c'est une femme qui sait prendre des risques. Quand elle a fait voter le parti sur la parité, parce que nous avons pris une position audacieuse sur la parité, en disant qu'on était prêt à supprimer les subventions donc voilà, publiques. Comme femme, pour ses engagements sur les femmes aussi. Comme femme, et puis contre le cumul des mandats. Donc j'estime qu'une femme qui sait prendre des risques, qui réussit ce qu'elle entreprend, qui a fait preuve de ténacité, qui par ailleurs... En tout cas, qui appréciera d'être traitée de beaux tableaux, au même titre que François Hollande. Écoutez... Elle l'aura entendu. Merci beaucoup, Elisabeth Guigou. Merci, restez avec nous dans un instant. Le journal de Mathieu Coach, bien sûr.